Besoin de plus de capitaux? Exportation et Développement Canada offre des garanties sur mesure pour vous aider à augmenter vos liquidités, à gérer les risques et porter vos ambitions mondiales à un niveau supérieur. Consultez edc.ca/liquidité dès maintenant. Ici Nicolas Duvernois, votre animateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un chef d'entreprise de talent dont l'entreprise montréalaise est discrètement devenue l'une des marques technologiques mondiales les plus prospères du Canada. Michel Chalouy est vice-président des ventes mondiales chez Genetec, un chef de file mondial en matière de solutions de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Sous la direction de Michel, Genetec a élargi sa présence dans 159 pays. Elle fournit des solutions de sécurité d'entreprise, de sécurité publique et de veille stratégique pour un monde en évolution rapide. Aujourd'hui, nous allons aborder la stratégie de croissance internationale de Michel, écouter des témoignages et connaître son point de vue sur les tendances émergentes en matière de sécurité physique et de cybersécurité. J'aimerais commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi à Montréal, sur le territoire traditionnel non céné des Gonienkeaga, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Michel de Genetec, écoute, je suis tellement content d'avoir cette discussion aujourd'hui. Je te le disais hors onde, en quelques secondes avant, comme quoi je trouvais que c'était un diamant brut du Québec, cette entreprise-là. J'ai tellement hâte que tu la présentes de cette discussion-là. Donc, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'entreprise, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de la société puis des services que vous proposez? Oui, bonjour Nicolas, merci. Oui, ben écoute, Genetec, tu l'as mentionné, écoute, c'est une société montréalaise qui a été fondée en 1997 par Pierre Haas, qui est un monsieur très visionnaire, qui avait déjà une bonne idée d'où il voulait travailler sur le marché. Donc, nos bureaux chefs sont au Technoparc ici à Ville-Saint-Laurent. C'est une compagnie de logiciels qui est principalement axée sur des solutions de sécurité physique. Donc, on parle de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de lecture de plaques d'immatriculation aussi. Donc, la plateforme en tant que telle, c'est une plateforme qu'on appelle une plateforme ouverte. C'était la base et la clé du succès et sur l'échelle domestique et sur l'échelle internationale. C'est une société qui a été privée, donc depuis le début et qui l'est encore aujourd'hui. Et toute la croissance a été financée juste par ce qui a été injecté dans la société au niveau des profits. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rendu où on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si on regarde où Genetec est, on parle d'une quinzaine de pays au niveau des bureaux. Donc, c'est important de savoir que les bureaux de Genetec, on a 5 bureaux régionaux, 10 bureaux régionaux, pardon, et 5 hubs R&D. Donc, on va avoir des petits centres de développement à l'échelle du globe. Par contre, les solutions, si tu regardes les solutions, elles sont déployées où? Ben là, on regarde à peu près 159 pays où tu vas trouver des solutions de Genetec. Donc, juste pour donner une idée de la société, aujourd'hui, on est plus de 2300 personnes avec un gros hub ici à Montréal, au Technoparc. Beaucoup de R&D. Et pour les fins de l'exercice de la conversation aujourd'hui, ce qu'on a regardé au niveau de la croissance, principalement au niveau de l'Asie, c'était une très, très, très grande croissance dans les dernières années. Donc, si l'Asie représentait quelques pourcentages de la contribution globale, aujourd'hui, si on regarde cette année, c'est plus de 10% des revenus de l'entreprise qui sont à partir de l'Asie. Donc, c'est une très bonne progression. Et on voit des taux de croissance. On a vu du 60, du 40, du 30 et c'est constant. C'est quand même hallucinant parce que l'univers de la sécurité a explosé avec aussi, on dirait, la démocratisation des services de la technologie, hein. Avec tout ce on parle des caméras de sécurité, on parle des logiciels de sécurité. Maintenant, on parle même de cybercriminalité, donc de la criminalité dans la technologie, dans tous ces outils-là, tous ces logiciels-là qui sont attaqués en permanence. Comment Genetec a pu garder et réussir à partir de Montréal d'être aussi imposant à l'international, sachant qu'il y a des pays comme les États-Unis ou comme la Chine qui ont des moyens presque illimités pour pouvoir régner sur cet univers qui est hautement sensible à la sécurité? Mais il y a trop, c'est excellente question, Nicolas. Il y a 3 grands volets. Pour moi, quand on regarde ça, il y a premièrement, quand on décide, quand on a une approche comme celle qu'on avait, notre stratégie de mise en marché est super importante. Donc, quand on regarde la stratégie de mise en marché, on a réussi à établir un écosystème de partenaires qui va nous aider à l'échelle globale. Donc, c'est ce qu'on appelle, on fait de la vente en indirect. Donc, on a des partenaires qui vont aider à l'installation, le déploiement, le support des solutions. Donc, cette discipline, à avoir bâti cet écosystème-là, que ce soit à l'échelle du Canada, à l'échelle des États-Unis, même à l'échelle de l'Europe et de l'Asie, c'était un élément clé. Ça, c'est le premier. Le deuxième,
Je l'ai mentionné au début, on a cette fibre d'innovation et de curiosité. Même si on a un réseau de partenaires, on est très proche de nos clients, que ce soit les aéroports, que ce soit les villes, que ce soit dans l'éducation. Donc, comprendre leurs besoins. Et c'est pas juste installer une caméra, regarde ce qui se passe à l'entrée. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir avec le système et c'est quoi les problèmes que tu essaies de résoudre? Donc, rester constamment avec ce dialogue-là avec nos clients est relativement clé et ça permet l'innovation. Donc, à certains problèmes, on est constamment à la recherche de solutions innovantes pour régler ces problèmes-là. Et le troisième volet là-dessus, ben, c'est sûr qu'on est rendu ici en étant indépendant. On n'est pas défocusé par les choses. On ne fait pas les approches qu'on fait au niveau des marchés, c'est des approches très calculées. C'est des approches très prudentes. Et on a des boucles de contrôle qui nous permettent de pivoter assez rapidement. Donc, cette culture d'entreprise et cette constance au niveau de la culture d'entreprise à travers les années a fait qu'on est à jour aujourd'hui. Mais ce qui est important aussi, c'est de regarder comment on a commencé. Les débuts de Genetec, quand on était dans les débuts des années 2000, on avait un modèle, ce qu'on appelle OEM. Donc, on avait des partenaires qui prenaient le logiciel et qui mettaient leur branding, si on veut, sur le logiciel et qui le poussaient. Donc, on a réussi à semer un peu cette solution-là à travers le globe. Et quand Genetec a pris la présence, donc au tout début, on avait le Canada et la France. Et après ça, le brand Genetec s'est fait reconnaître à travers les États-Unis, l'Europe et ensuite l'Asie. Donc, ça, je te dirais, c'est un peu les 3 points qui ont fait qu'on est où on est aujourd'hui. Et puis, bon, aujourd'hui, plus de 159 pays, un rayonnement mondial mais vraiment remarquable. Comment vous choisissez vos nouveaux marchés? Puis, il y a toujours des risques. Tu sais, le rapport entre retour sur investissement et risque sur investissement, en quelque sorte. Comment vous l'évaluez, ça? Bon, écoute, ça, c'est très intéressant. Parce que si tu regardes, premièrement, la sécurité, c'est un besoin global. OK? Donc, il n'y a pas de Ah, on a besoin en Amérique du Nord, au Canada, on n'a pas besoin en Europe. Donc, il y a des besoins un peu à travers de la planète. Donc, la manière dont ça a fonctionné, c'est on avait des clients qui ont commencé, c'est des multinationales. Tu commences avec un client qui va être basé au Canada, basé aux US, qui a des bureaux en Europe. Donc, il a une solution qu'il utilise au niveau du US. Donc, comment on s'étend au niveau de l'Europe? Il a des bureaux en Asie, on s'étale au niveau de l'Asie. Donc, ça, c'est nommé un foothold. Et une fois que tu as un client qui est établi dans cette région-là, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer certains partenaires qui vont venir offrir le service et le support. Donc, une fois qu'eux apprennent à connaître la solution Genetec, c'est à partir de ce moment-là qu'ils disent, bon, ben, si je l'ai utilisé pour un client A, est-ce que je peux rayonner maintenant et réutiliser et faire la même chose avec un client B? Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est étendu dans les différentes ressources. Et la recette, en fait, était relativement simple. Donc, tu prends un client avec lequel tu t'habilles, le client apporte des partenaires, les partenaires apportent des opportunités, et à partir de là, c'est là où on se met à investir des ressources. Donc, on module les ressources qu'on met dans les territoires selon la concentration et la densité de clients qu'on va avoir sur ces territoires-là. Et ça varie beaucoup. D'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, ça va varier beaucoup, et ça dépend vraiment du succès qu'on a dans ces différents territoires. Au cours des dernières années, tristement, la planète est de plus en plus instable, hein. Il y a des conflits, encore plus de conflits qu'avant, parce qu'il y en a toujours des conflits. Il doit avoir eu un marché en particulier où ça a été difficile de percer. Comment vous faites pour percer dans des marchés où c'est hautement à risque, en quelque sorte? Bien, il y a deux choses. Si je te dis, on regarde, il y a des marchés où on essaie encore. OK? Donc, on a commencé, je te dirais, cette année, ça a été une bonne année. Écoute, depuis que je suis Genetec, on avait quelqu'un ou une présence un peu au Japon. OK? Donc, cette année, ça a été l'année où, je te dirais, c'est l'année miracle au Japon. On a pris, après quelques années, ce que ça prend pour les systèmes où on est, ça prend un système de référence. Ça te prend quelqu'un pour dire, écoute, voici Genetec a été installé à ABC tel endroit. Je te donne l'exemple. Au tout début de Genetec, le premier grand projet qui nous a mis sur la map, c'était Aéroport de Paris. En cours 2004, Aéroport de Paris, quand on parlait des systèmes de vidéosurveillance, on disait 150 caméras sur du IP, c'est énorme. Aéroport de Paris en voulait à l'époque, je ne sais pas, des milliers, 6 ou 8 000. Et c'était le premier gros contrat où on a réussi à rayonner. Et là, les gens se sont dit, ah, c'est qui Genetec? Donc, s'ils sont capables de faire 8 000, ils sont capables de faire 2 000, 1 000, 1 500. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on commence à rouler. Donc, si tu transposes et on regarde et on fait un parallèle comment on est rentré sur l'Asie ou des bonnes références au niveau de l'Asie, l'Inde est une bonne référence. On a eu un client à Chicago qui utilisait nos systèmes, qui a donné une référence à une ville en Inde qui ne connaissait pas Genetec. Donc, on s'est établi, on a établi nos solutions là, on a attiré des partenaires là. Et aujourd'hui, si tu regardes l'Inde, 7, 8 ans, 10 ans plus tard, aujourd'hui, on a 20 personnes en Inde. C'est un marché qui croît à une vitesse fulgurante et on continue à investir au niveau des ressources et on est là au niveau du marché de détail, au niveau des grandes villes, au niveau des entreprises. Donc, c'est un peu cette approche-là de le client référence est clé.
Et je te dirais que le risque, une fois que tu as une multinationale qui t'aide à rentrer quelque part, le risque et des partenaires qui sont prêts à prendre le support, le risque est grandement diminué. Donc, et au niveau des ouvertures de nouveaux marchés, quand on met une personne, on met une personne pour explorer le marché, on a un plan défini, on regarde où on va être dans les 6, 12, 18 mois à venir. Si ça progresse plus vite, on injecte plus. Si ça progresse moins vite, on a la possibilité de pivoter et regarder comment on va adresser ces marchés-là. Et puis, comment vous faites pour tenir une constance dans, comment on pourrait dire, dans l'adaptation aux besoins de chacun? Parce que les problématiques de sécurité ou les problématiques plus larges là, que vous offrez diffèrent d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une législation à l'autre. Comment vous faites pour vous adapter avec tout ça? Ça doit être assez complexe, là. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est la plateforme à la base, si tu regardes ce qu'on appelle les fonctions principales de la plateforme ou des plateformes, restent sensiblement les mêmes. Donc, quand tu vas rentrer dans différents pays, bon, c'est sûr que travailler en France, tu travailles en français, travailler en Allemagne, tu travailles en allemand, travailler au Japon, si tu n'as pas besoin de la faire en japonais, essaye pas. Donc, ça te prend ce qu'on appelle l'adaptation au niveau de la localisation des plateformes. Donc, ça, c'est clé. Après ça, au début, je t'ai dit, on était sur une plateforme ouverte. Donc, une plateforme ouverte, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de connecter des périphériques qui sont manufacturés dans différents pays. Donc, peut-être qu'au niveau de l'Allemagne, ils vont aimer travailler avec des périphériques de Bosch. Donc, cette partie-là va faire que, oui, la plateforme Core est là, et on peut les utiliser avec des caméras de Bosch en Allemagne, on peut les utiliser avec des caméras de Hanwha en Corée, on peut les utiliser avec des caméras de Axis en Europe et en Suède, ce qui fait que cette saveur locale-là vient aiguiller un peu la décision. Donc, c'est comme ça, c'est une des grandes parties qu'on fait là-dessus. Partie numéro un. Partie numéro deux, c'est sur le support et le service. Le support et le service, dans ces pays-là, ben, c'est sûr qu'il est offert avec une saveur locale. Donc, on a des centres de service, particulièrement si tu regardes au niveau de l'Asie. Aujourd'hui, on a un centre d'appel à Bangalore, on a à Tokyo, on a en Australie, puis on a à Singapour. Donc, les partenaires sont niveau zéro, donc ils savent, ils ont le dialogue, ils comprennent le client final. Besoin d'escalation, escalade de Genetec, dans la culture, le langage et l'approche locale. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'étale au niveau du monde. Et le fait que vous êtes une entreprise canadienne avec le siège social au Canada, est-ce que ça vous aide dans certains coins du monde où le Canada représente une moindre menace, disons géopolitique? Si c'était une entreprise américaine, il y a plein de pays, j'imagine, qu'ils hésiteraient de faire affaire avec sous peur de X raisons. Vous, est-ce que ça vous aide d'être un peu drapeau blanc, casque bleu, là? Ben écoute, je te dirais que la plus grosse compétition qu'on a normalement, c'est les joueurs locaux. Donc, quand tu rentres, peu importe le pays, si tu vas avoir les joueurs locaux qui sont Hey, on est bâti ici, est-ce qu'on va aller ailleurs? Est-ce que la partie Canada, US, est-ce qu'on est. Même dans les premières années, la perception, c'était Ah, Canada, US, c'est la même chose. Non, 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 les mecs, c'est pas la même chose. Donc, c'était un peu cet aspect-là à distinguer. Je te dirais que est-ce que ça nous a aidé ça la nuit? Non, ni d'un côté ni de l'autre. Je pense pas que ça a été quelque chose qui nous a nui nécessairement. Est-ce qu'il a aidé? Oui, ça peut. Au niveau de, si tu regardes des marchés comme la France, c'est sûr que ça a aidé. Si on regarde un marché comme la France, le rapprochement culturel, la langue, le fait que. Donc, ça, c'est sûr que ça a aidé. Une fois que tu as une référence en Europe, ben, c'est sûr que le rayonnement en Europe part à partir de là. Oui, non, effectivement. Dans tout cet effort d'exportation, et vous en avez fait avec 159 pays, comment EDC vous a aidé ou tout autre organisme, là? Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide pour ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les projets en sécurité ont un bon besoin pour démarrer une grande demande en capital. Normalement, c'est de l'investissement, de l'infrastructure, des caméras, des serveurs, et ainsi de suite. Donc, là où EDC intervient, c'est aider justement à couvrir au niveau du crédit les partenaires qui vont être en mesure de mettre ces solutions-là. Donc, c'est même encore à ce jour, on a des partenaires qui vont arriver, c'est un partenaire, je ne sais pas, ils ont 50, 60 personnes, ils ont un projet de quelques millions sous les mains. Ben, comment on fait pour budger les premiers 30, 60 jours pour démarrer le projet? Et c'est là où EDC joue un rôle clé et continue à le jouer aussi aujourd'hui dans plusieurs pays. Donc, c'est principalement l'apport et la coopération qu'on a avec EDC. Et
Là, plus je t'écoute, plus j'ai le sentiment de parler à James Bond, OK? Moi, j'adore ces histoires de sécurité et on le sait à quel point avec l'univers dans lequel on vit, à quel point, eh bien, il y a de plus en plus, comment je pourrais dire, un flou entre la sécurité physique, la cybersécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de défis entre les 2. Il y a l'intelligence artificielle qui vient, qui a des bons côtés, mais qui menace et qui a aussi de grandes menaces. Comment vous faites pour vous adapter tout le temps aux nouveaux risques, aux nouvelles innovations finalement qui sortent, au quotidien littéralement, là? Oui, j'ai aimé la partie James Bond. Je me souviens dans les années début des années 2000, je ne sais pas si tu te souviens de la série 24 qui jouait à la Oui. télé et le fameux un pixel est explosé le pixel et tu voyais cette personne qui sortait un téléphone de sa poche. Bon, ça, c'est de la fiction, ça n'existe pas, OK? Première réalité. Par contre, si on fast forward aujourd'hui et on regarde où on est où au niveau, de l'intelligence artificielle, c'est sûr, c'est un hype, OK? Puis il y a un hype cycle, donc il va y avoir ce gros hype aujourd'hui et éventuellement, ça va stabiliser, on va être capable d'en tirer, certains profits. Par contre, au niveau de Gentech, on ne regarde pas nécessairement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais c'est un outil. Il ne faut pas oublier, c'est juste un outil en bout de ligne et ce qu'on utilise, c'est l'utilise pour faire de, l'automatisation intelligente. Donc il y a certains principes avec lesquels il faut sur le mot responsible AI et à travers le monde aujourd'hui, il faut faire gaffe. Donc il y a plusieurs points à regarder là-dessus. Premièrement, le respect de la vie privée, la gouvernance, s'assurer que l'information sur laquelle tu traînes ces algorithmes, à qui a accès à ces algorithmes, c'est bien authentifié, c'est bien autorisé, ça ne tombe pas dans les mauvaises mains. Donc ça, c'est priorité numéro un. Deux, pour nous, la transparence. Donc, il faut être capable d'expliquer, si on utilise ces algorithmes-là, comment on est arrivé aux résultats qui sont présentés aux usagers finaux. Donc ça, c'est point numéro un. Et le point le plus important, et ça, c'est il y a beaucoup de monde qui pense que ça va être de la magie du hey, tu plug et il y a de la magie qui sort de bout. Non. Pour nous, c'est un outil d'optimisation de productivité. Donc, garder l'humain dans cette boucle et s'assurer qu'on lui présente l'information pour que l'humain soit capable de prendre la différence entre de faire une décision que les machines ne seront pas capables de faire. Entre une situation critique de vie ou de mort, je ne laisserai pas ça à du AI. Par contre, présenter avec des faits où un humain est capable de regarder, OK, là, je comprends, est-ce que je suis capable de réagir? Ça, c'est le point numéro 1. Donc, ça, c'est sur la partie AI. Si tu parles, dans ta question, tu avais aussi les plateformes infonuagiques et le cloud et où ça va là-dedans. Donc, pour moi, cette partie-là, c'est l'évolution de la technologie. Donc, ça amène une espèce de niveau d'échelonnabilité ou de scale. Donc, le reach devient, on retourne 20 ans en arrière, un système de 150 caméras, c'était wow. Aujourd'hui, je dirais qu'il y en a dans les résidences autour d'Europe, possiblement, tu as 50, 60 caméras. Et c'est quelque chose de relativement commun. OK? Donc, c'est sûr que le cloud amène cette partie de scale ou d'échelonnabilité qui n'était pas là, il y a quelques années. Mais surtout, ce que ça amène, c'est une facilité de déploiement ou de mise à jour. Donc, tu as toujours les meilleures et dernières fonctionnalités. Tu recules quelques années en arrière, mais c'est sûr qu'il faut que tu ailles faire tes upgrades, planifier tes upgrades. Alors, imagine maintenant un aéroport qui a quelques milliers de caméras, qui veut passer d'une version A à une version B, tout en assurant une sécurité d'aéroport. Les processus pour cette mise à jour, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de planning. Donc, je ne dirais pas que tout est parti et ça se fait en un clin d'œil aujourd'hui, mais le cloud va permettre de mettre ces mises à jour et de garder les systèmes en opération de manière un peu plus efficace. Donc, ça, c'est deux. Et trois, on a parlé de EDC au niveau approvisionnement. Donc, il y a cette partie-là où la partie CAPEX ou besoin en capital va pivoter pour une partie un peu plus opérationnelle. Donc, au niveau des coûts et comment tu déploies et comment tu payes, donc il y a aussi certains avantages au niveau fiscal aussi. Quand j'étais jeune, je tairais mon âge. Non, non, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand j'étais plus jeune, il y avait une émission très à la mode aux États-Unis qui s'appelait America's Most Wanted. Et puis souvent, il y avait les caméras de sécurité qui prenaient les malfaiteurs ou les criminels, et qui les filmaient, mais c'était tellement de basse qualité que c'était impossible de savoir si c'était un chat qui avait passé ou 15 dudes armés. Donc, tu sais, c'était très, très, très entrée de gamme en quelque sorte. Aujourd'hui, avec une caméra à 99 qu'on achète online, c'est exceptionnel. Elle voit la nuit, elle peut percevoir le mouvement, elle peut ouvrir une lumière en même temps. Est-ce qu'un exemple comme Aéroport de Paris, prenons-les comme exemple fictif, ils ont 5000 caméras, ils veulent améliorer la technologie. Est-ce qu'ils doivent changer les caméras ou la caméra peut s'adapter à une nouvelle technologie? Parce que j'imagine que ça doit être des investissements monstres qu'on installe. Ce qu'il faut savoir, c'est tout comme ton ordinateur, il a une durée de vie.
Aujourd'hui, un ordinateur 5, 6, 7 ans, c'est sûr, tu ne roules plus sur le même. Les caméras IP, c'est la même chose. La durée de vie d'une caméra analogique, tu vas avoir ce qu'on parlait à l'époque, peut-être une durée de 7 à 8 ans avec les résolutions qu'il y avait. Aujourd'hui, tu regardes possiblement du 4 à 5 ans. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est une mise à jour de système-là sur une base régulière qui va varier entre 5 et 7 ans au niveau de l'installation. Donc, c'est sûr que oui, il y a des résolutions qui vont augmenter. Oui, tu peux te permettre des résolutions, mais la beauté ce qu'il faut comprendre, et c'est ça les investissements énormes, c'est qu'au niveau du logiciel et ce qu'on fait, c'est que ça préserve aussi ton investissement dans le matériel. Donc, la caméra qui roulait du America's Most Wanted il y a quelques années où tu ne la voyais pas, ben, tu peux l'avoir dans le système de Genetec, tout comme tu peux voir la plus récente mégapixel 8K dans la même fenêtre. Donc, cette facilité-là d'être capable de ramener ces technologies sous une seule plateforme, ça, c'est sûr, ça aide. Donc, on minimise aussi ou on aide la transition de nos clients au fur et à mesure que la technologie évolue à travers le temps. Tu as mentionné America's Most Wanted, mais il y a une chose que tu voyais aussi dans ces vidéos-là, et c'est l'image qui m'est venue en tête quand tu l'as parlé, c'est que tu as toujours du blurring des visages sur ces trucs-là. Ben, tu vois, ça, c'est une technologie. Aujourd'hui, ça, c'est pas de la science-fiction. Ça, c'est des choses qu'on a au niveau de la plateforme aujourd'hui. Donc, pour tout ce qui est GDPR, au niveau de l'Europe, regarder, de t'assurer que si c'est filmé, que tu es capable de blurrer le visage, ça, c'est une technologie qui est offerte au sein de la plateforme. Il y a du fictif et il y a du vrai. Ouais, Donc, ça, c'est du vrai. mais pour bien comprendre, disons, Aéroport de Paris, encore un exemple fictif, la porte 2A, il filme en continu pour la sécurité, ça on le comprend, mais Oui. c'est toujours, les visages sont blurry, mais s'il se passe quelque chose, on peut, pour certaines personnes, unblurry, c'est ça? Exact. Ça te prend. Ouais, exactement. C'est exactement ça. D'accord. C'est ce que tu as, c'est que est-ce que la personne a le droit ou est-ce qu'il y a l'autorisation et l'authentification requise pour être capable d'identifier qui est dans cette scène-là? Parce que ce que tu veux pas, c'est quelqu'un qui va aller te filmer ça et te ramasser ça un petit peu partout. Donc, oui. Donc, ça te prend aussi le mécanisme d'authentification et d'autorisation pour avoir accès à ces clips et à ces vidéos. Alors, la bonne nouvelle, et ça, j'en doutais pas, mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle est un outil pour qu'un humain puisse prendre une meilleure décision et non pas pour remplacer l'humain. 100%. 100%. Et ce que tu parlais, et je te dirais, il y a un des gros défis. C'est que si tu regardes la migration et comment les plateformes de sécurité physique ont été évoluées à travers le temps, historiquement, tout ce qui est cybersécurité est en dessous de système d'information et tout ce qui est sécurité physique, il y a une division de sécurité physique. Et ces départements-là, en général, ne se parlent pas. Donc, où la plateforme j'ai intégrée, elle s'assoit sur la frontière. Donc, si on regarde comment on opérait là, 10 ou 15 ans, on parlait aux gens de sécurité, comment on opère aujourd'hui, on est beaucoup plus souvent en train d'avoir des conversations avec nos gens de TI et d'information. Donc, ils sont habitués à déployer des patchs. Tu n'utilises pas le password par default ou tu t'authentifies. À quoi tu as accès? Donc, cette notion-là, maintenant, vient marier tout ce qui est cybersécurité et sécurité physique sous une plateforme. Donc, est-ce que toutes les sociétés sont rendues là? Pas du tout. Mais est-ce que c'est un chemin sur lequel on est capable de faciliter la vie de justement, de nos usagers à se diriger vers ça? Absolument. Vous êtes reconnu pour l'innovation, donc j'imagine que ce n'est pas les idées qui manquent. Il faut garder ce fameux focus, comme on dit, mais est-ce qu'avec, moi j'imagine déjà, je vois des caméras des fois quand on se promène en ville, puis je me dis, est-ce qu'avec toutes ces données-là, on peut les utiliser, certes pour la sécurité, mais aussi pour peut-être contrôler les feux de circulation, parce qu'on sait à quel point il y a du répétitif dans une journée. Et donc, ces caméras-là, est-ce qu'un jour, ces données-là pourraient être utilisées autrement que pour la sécurité? Écoute, un exemple similaire à ce que tu viens de dire, c'est au niveau du marché de détail. Donc, ce qu'il y a eu comme expérimentation qui a été fait, donc avant le hype de AI, il y avait ce qu'on appelait le video analytics, qui était le AI ou embryonnaire de ce qu'on voit aujourd'hui. Et justement, à l'époque où ils regardaient la sécurité comme un coût, donc tu installes tes caméras de sécurité dans un marché de détail. Donc, ce que tu essaies de prévenir, c'est justement le vol à étalage. Donc, si tu as 6 par année, l'année prochaine, avec quelques caméras, peu importe si elles sont fonctionnelles ou pas, tu espères de les réduire d'à peu près 2. Donc, au niveau d'un client final, c'est une dépense. C'est une dépense et ils ont toujours regardé ça comme une dépense. Donc, si on essaie de faire, c'est pivoter cette approche-là et dire, OK, est-ce que je peux les utiliser à autre chose? Donc, ils ont été utilisés, je te donne 2 exemples. Une fin a été utilisée pour voir est-ce que le placement au niveau du marketing est bon. Donc,
On met la caméra, oui, elle sert comme sécurité, mais est-ce que quand ton Coca-Cola rack en début de magasin, est-ce que les gens s'arrêtent, le regardent, le lisent, et là, tu es capable de faire un flot de trafic. Donc là, la caméra de sécurité a une double utilité, donc une pour la sécurité et deux pour le marketing. Donc ça, c'est un. L'autre exemple qui était super intéressant avec ce que tu es capable de faire avec le data, à un moment donné, on avait un client où il vendait des lampes, où tu avais la base de la lampe et l'abat-jour qu'elle est par-dessus, qui étaient deux morceaux séparés. OK? Donc, un prix pour la base, un prix pour l'abat-jour. Les caissiers ne le savaient pas, donc ils scannaient la base et ils mettaient l'abat-jour directement dans la caisse. Ils se sont rendus compte, 6 mois, 9 mois plus tard, qu'ils avaient une perte de quelques millions de dollars parce qu'il n'y avait pas de vente d'abat-jour. Donc, ce que tu es capable de faire maintenant avec le système, c'est avec le maillage de vidéo, c'est de dire, OK, j'ai vu une transaction passer où il y avait une base, je regarde la vidéo, il y avait des abat-jours, montre-moi lesquels ils étaient là et donne-moi un sommaire. Donc, ce que le client a fait, c'est avec cette information-là, il était capable de pivoter, aller mettre un message dans le système. Maintenant, quand les caissiers balayent la base, ça dit, n'oublie pas de balayer l'abat-jour. Donc, ça, c'est un peu les intelligences que tu es capable de faire avec, qui, à la base, étaient pour la sécurité, qui se sont ramassés à trouver autre chose. Moi, j'ai des très bons partenaires dans les épiceries puis les grandes chaînes d'alimentation et puis eux, justement, ils ont fait énormément de travail sur le parcours client. Alors, ils regardent le client quand il rentre, il va où? Il prend plus de temps pour aller où? Est-ce que le lait au fond à droite est trop loin? Est-ce que c'est passionnant? Puis, bon, ben, c'est sûr que on va plus loin, on s'éloigne de la sécurité, sauf que on réalise que finalement, une caméra de sécurité peut servir à beaucoup plus de choses. Absolument, absolument. C'est vraiment intéressant. Et les tendances dans la sécurité, les tendances émergentes que vous voyez ou les demandes, parce que souvent la tendance arrive par une demande dans un pays, puis après c'est un autre pays qui le demande, puis là, tu es comme: «Coudon, pourquoi tout le monde demande ça?» Vous, est-ce que vous le voyez comme ça ou c'est vous qui dites à vos clients: «Hey, watch out, l'intelligence artificielle arrive», là, tu sais? Ben, c'est sûr que la vague de l'intelligence artificielle, tout le monde est là-dessus aujourd'hui. Donc, celle-là, mais je te dirais des tendances. Donc, si tu regardes au niveau de la coopération entre les différents systèmes, coopération entre différentes entités, donc les tendances émergentes, ce qu'on a, si tu regardes au niveau vidéosurveillance urbaine, ça, c'est le classique, ou comment est-ce que tu as cette interaction entre les différentes agences et les différents participants dans la surveillance urbaine. Donc, où on a mené la technologie, c'est cet aspect de coopération. Donc, qui est le propriétaire de chacun des systèmes? Tu restes propriétaire de ton système et tu partages l'information de ce système-là à travers plusieurs usagers finaux. Donc, ça, c'est des choses qui ont été amenées à travers les années. Au niveau des tendances avec l'AI, c'est s'assurer justement donc, on va souvent parler des Large Language Models. Donc, c'est comment utiliser ça et amener cette innovation au niveau de la technologie. Donc, si tu faisais la vidéo sans ce qu'on appelle sans annotation, sans bookmark, tu vas passer des heures à chercher quelque chose sans nécessairement le trouver. Donc, ce qui est clé, c'est quand tu as de la vidéo, c'est avoir les annotations qui viennent avec. Donc, et une fois que tu as ça, c'est comment tu vas aller chercher cette information de la manière efficace. Donc, là où ça rentre en ligne de compte, c'est si tu regardes 10 ans en arrière, c'est on va aller chercher le mec qui porte un T-shirt rouge parce que c'est ça la description qu'on a eue. Ben, aujourd'hui, avec les tendances qu'on a et ce qu'on a dans nos logiciels, tu vas aller taper mot pour mot, trouve-moi quelqu'un qui portait un T-shirt rouge qui est rentré. Et le système, dans le background, va aller te chercher, fetcher la vidéo. Non, c'est sûr qu'il y a une probabilité d'erreur qui est là, mais au moins, en ayant l'humain dans la loupe, maintenant, tu peux voir tu viens de réduire ton temps de recherche des heures, et si tu recules encore plus tard, des heures de VHS à des heures de Oui. DVD à quelques secondes. OK? Donc maintenant, en quelques secondes, tu as 4 choix à faire. Avec un humain dans la loupe, tu es capable de le faire. Donc ça, c'est le genre d'innovation qu'on amène. C'est super intéressant. On parle souvent du Québec, de Montréal comme une ville créative, un hub de la créativité, mais il me semble qu'au Québec aussi, on est très fort en sécurité. Je pense à une entreprise comme Garda, qui est aussi leader mondial dans son domaine. Vous, il y a aussi une jeune pousse, mais qui est de plus en plus grande, les caméras Vosker, qui connaît beaucoup de succès aussi. Est-ce qu'on est un hub de sécurité? Pourquoi? Il faut qu'on m'explique, là. Ce qui est drôle, c'est que Garda, ils sont à 10 minutes d'ici. Donc, j'ai été, on est bons partenaires. Garda, ils ont une division de système et une division de guarding, naturellement. Je te dirais qu'il y a deux choses. Pour nous, ce qui est important aussi, une des choses que j'aurais dû mentionner au début au niveau de la société, c'est le programme de stage. Bien, on a un programme de stage où on a énormément de stagiaires qui rentrent chez Genetec, des universités au Québec. Donc, si tu regardes que ce soit l'Université Sherbrooke, l'Université Polytechnique, l'Université Concordia, l'Université McGill. Donc, il y a beaucoup, on a un programme de stagiaires où tu vas avoir 100, 150 stagiaires par session qui vont entrer ici. Donc, quand tu as une culture d'innovation et que tu continues à justement injecter ce nouveau talent, donc c'est sûr, ça nous permet de rester un peu à l'avant-garde de ça. Donc,
Oui, on a un bon pool de talents ici, des bonnes ressources qui vont nous aider à grandir et de garder cet esprit innovateur pour y aller de l'avant. Mais c'est tellement important d'avoir, moi j'appelle ça souvent un club école. Tu sais, tout sport professionnel, moi j'ai fait du sport très longtemps, j'ai fait toutes mes études en sport-études, et puis il y avait toujours une équipe, disons, junior ou les recrues qui nous poussaient à être meilleurs aussi, puis qu'on voyait c'était qui la relève et puis c'était quoi la future compétition ou futur partenaire. C'est super intéressant d'avoir cette approche-là. C'est absolument génial et au fur et à mesure que la société grandit, ce que tu peux leur offrir maintenant, c'est aussi de la mobilité interne. Parce que c'est sûr que quand tu es 20 personnes, 40, 50, 60 personnes, avoir de la mobilité interne, c'est un peu plus dur. Quand tu es 2000, 2500, 3000 et tu as un footprint qui est à l'échelle globale, ben maintenant, ce nouveau talent qui rentre, qui est ingénieur logiciel au début, qui veut aller faire de la gestion de produits un jour, qui veut être commercial de l'autre, du marketing. Donc là, tu peux les déplacer non seulement juste au sein du Québec, mais tu peux maintenant les relocaliser dans des bureaux à l'international qui permet aussi cette expansion et ce rayonnement de la société québécoise qui est Genetec. C'est exceptionnel. Écoute, on approche de la fin, mais quel conseil tu donnerais à des entreprises canadiennes, bien sûr, qui ont l'intention de s'établir à l'étranger, mais surtout dans des secteurs complexes ou très réglementés, tels la sécurité publique? Il y a toujours beaucoup de planning, beaucoup d'études qui sont faites avant de rentrer dans certains secteurs. Il y a toujours une petite partie de chance, hein. Il ne faut pas oublier, il y a toujours une petite partie de chance. Mais pour revenir à ta question, pour moi, c'est le focus. Right? Donc, c'est essayer de s'étaler, si tu regardes Indo-Pacifique en général, c'est choisir un marché et essayer juste de focuser sur ce marché-là et pas de, comme on dit en anglais, spread too thin. Ça, c'est trouver une première partie. Deuxième partie, dans notre cas, c'était trouver des bons partenaires. OK? Essayer de tout faire toi-même et des bons partenaires qui ont une bonne compréhension des réglementations et des certifications locales. Ça, c'est clé. Pour moi, essayer de tout faire tout seul et assumer que comment ça va fonctionner en Inde, c'est comme ça fonctionne à Montréal, première erreur. Et on les a vus. Et si tu m'as posé la question un peu plus tôt, on avait des partenaires, qui soient aux US ou au Canada, qui ont essayé de dire, bah, pour moi, ça va rouler partout comme ça roule ici. Ça n'a pas duré longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Donc, un, c'est comprendre cette saveur locale-là. Et trois, c'est surtout ne pas utiliser le temps et la rigueur et le temps que ça prend pour aller chercher ces réglementations et certifications-là. Donc, c'est pas on arrive 2 semaines après ta certification, hop, tu roules. C'est des processus qui peuvent prendre 3, 6 mois, 9 mois, 1 an avant d'arriver. Et une fois que tu l'as, c'est là où la demande, la création de demande peut commencer. Donc, ça prend du temps. Donc, ces trois-là, garder le focus, des bons partenaires et surtout avoir un bon carnet de route et le temps et ne pas sous-estimer le temps que ça prend pour ouvrir ces marchés-là. Je dirais que c'est les trois éléments clés. Mais écoute, c'était génial comme conseil. Merci infiniment de ta présence aujourd'hui. Ça a été passionnant. J'aurais appris plus, mais à un moment donné, il faut savoir quand arrêter, comme toute bonne chose a une fin. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour le balado L'impact de l'exportation. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, nous vous invitons à vous abonner, à nous accorder une note et à nous laisser un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. À bientôt!